Bonsoir à tout le monde. Depuis sa prise de pouvoir en janvier 2025, le président Donald Trump n'a cessé d'occuper le devant de la scène politico-médiatique mondiale en s'exprimant de manière peu conventionnelle, notamment sur des sujets de politique internationale. Ces déclarations parfois choquantes ou provocatrices ne reflètent pas toujours la réalité de son action politique. Ainsi, celui qui se proclamait homme de paix durant sa campagne et annonçait qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en 24 heures vient de renouveler pour une année les sanctions imposées par son prédécesseur à la Russie, contre la Russie. Les fournitures d'armes à l'Ukraine n'ont pas ralenti malgré l'accueil peu diplomatique réservé à Vladimir Zelensky en février 2025. En Asie occidentale, l'administration qui a assuré un soutien politique et militaire illimité au régime sioniste dans son entreprise génocidaire à Gaza menace aujourd'hui l'Iran et déclenche une vague de bombardements de très grande ampleur contre les architectures civiles et, en disant aussi militaires, de Yémen des révolutionnaires Houthis. Sur un autre terrain, des relations économiques internationales, le président Trump a déclenché une guerre avant de faire un pas en arrière, des taxes douanières généralisées contre tous les partenaires des États-Unis, rapidement ramenées à un affrontement tarifaire direct avec la République populaire de Chine. Pour cela, nous allons passer en revue aujourd'hui ces différents volets de l'action internationale de l'administration Trump et leurs conséquences avec notre ami et consultant de la plateforme d'information associative internationale Espoir et Dignité, notre camarade Omar Benderra. Mais avant ça, je vous invite à soutenir notre plateforme devant ces tentatives de limitation de contenu, devant ces tentatives d'intimidation qui visent notre équipe, devant ces tentatives lâches aussi, lâches de limitation, de division. Je vous invite à liker, à partager et à commenter. Sidi Abounder, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, camarade. Merci à toi, merci à Espoir et Dignité, merci à toi Abdel Jalil, et merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui ont la patience de nous écouter. J'aimerais bien commencer avec vous concernant les motivations et les implications pour les États-Unis et leurs partenaires de cette guerre des taxes douanières lancée par Donald Trump. Cette offensive tarifaire, cette augmentation spectaculaire annoncée par Donald Trump avant qu'il ne fasse un pas en arrière, est l'expression d'une stratégie à la fois parcellaire et désespérée de l'establishment politique américain pour essayer de maintenir son hégémonie sur la planète. Il faut savoir que la hantise des dirigeants politiques américains, et exprimée par Trump en particulier de manière très claire, c'est la perte de cette espèce de domination au profit du rival et du concurrent chinois. Donc ces taxes ont pour objectif de réduire la dépendance aux importations, en particulier de Chine populaire, et de transférer la production industrielle de la Chine ou de l'étranger de manière générale vers les États-Unis. Ça paraît, cet objectif paraît complètement irréaliste, irréalisable et complètement, à mon avis, hors de propos. Aujourd'hui, la production industrielle telle qu'elle est de grande ampleur, telle qu'elle est pratiquée dans les pays d'Asie du Sud-Est et en Chine, c'est une production largement robotisée qui emploie assez peu de main-d'œuvre. C'est une production de haute technologie et ce n'est plus du tout les ateliers de production fordiens qu'on a pu connaître jusque dans les années 50 ou 60 dans le monde occidental industrialisé. Donc, si vous voulez, l'objectif de ramener la production
à l'intérieur des États-Unis paraît complètement hors de propos et hors d'atteinte. La volonté d'affronter directement la Chine sur ce terrain-là traduit également un manque de vision stratégique. La Chine a un potentiel qui est de très loin supérieur à celui que les observateurs occidentaux ont tendance à évaluer. C'est une société productrice, productive, jeune, dynamique, créatrice. Il est difficile de penser que cette société politiquement aguerrie, formée, consciente des enjeux internationaux, ne se soit pas préparée à une telle éventualité. La Chine aujourd'hui a largement les moyens de faire face à cette offensive, à cette agression tarifaire américaine et probablement a toutes les chances de remporter pacifiquement la bataille qu'on veut lui faire mener sur ce terrain-là. Voilà. Donc le but des États-Unis est de mettre à genoux ses partenaires commerciaux, de les contraindre en quelque sorte à faire allégeance à la toute-puissance américaine, à accepter donc d'acheter davantage de produits américains et à maintenir, si vous voulez, un rapport de force capable, et ça c'est le deuxième étage de la fusée, capable ou en tous les cas susceptible de réduire les déficits gigantesques des États-Unis vis-à-vis les déficits commerciaux, les déficits financiers en général. Alors, c'est un peu le deuxième étage de la fusée, ça fait partie un peu de la vision extrêmement libérale de Trump, impérialiste, qui consiste à faire payer à ses partenaires les déficits des États-Unis, des déficits qui s'accumulent depuis plusieurs années, plus de 10 ans, et qui atteignent des plafonds stratosphériques. Donc aujourd'hui, l'idée de Trump, c'est donc de faire payer ses partenaires et en même temps, par la magie des tarifs douaniers, en quelque sorte, réduire l'impôt sur le revenu qui affecte les plus riches des Américains. Il voudrait substituer aux prélèvements fiscaux sur les revenus les tarifs douaniers. Donc, ça fait partie d'une sorte de package qu'il voudrait mettre en place, mais on l'a bien vu, cette approche ne résiste pas à la réalité du marché et à la réalité des conditions économiques globales. Il a donc dû en catastrophe faire machine arrière et annuler l'essentiel des taxes douanières qu'il entendait prélever sur les partenaires non chinois. Il resterait que la Chine, et même dans le cas de la Chine, l'administration vient de décider, ou dans tous les cas d'annoncer, qu'un certain nombre de produits seraient exemptés de toute taxe, notamment les téléphones portables, les ordinateurs et certains composants électroniques. Donc voilà, nous nous trouvons dans une situation où cette suspension pour 90 jours, dit-il, 90 jours c'est assez long, ça permet d'oublier aussi, de faire oublier à l'opinion publique un certain nombre d'engagements tonitruants. On verra bien où cela va mener. Toujours est-il que cette décision théâtrale d'imposer cette taxation exorbitante sur les importations de tous les partenaires des États-Unis a eu un effet dévastateur sur les marchés financiers. On a bien vu les chutes vertigineuses de la bourse qui ont plus ou moins rebondi après l'annulation de cette décision, l'annulation temporaire de cette décision. Et ça, dans un contexte où le système financier américain est tout à fait fragilisé par l'endettement massif du pays, fragilisé par les déficits, à tel point que beaucoup d'observateurs à l'intérieur de Wall Street, à l'intérieur de la direction, si vous voulez, des centres d'analyse, des think tanks américains, beaucoup estiment qu'il y a un risque systémique
d'effondrement du système financier américain. Il est d'ailleurs intéressant de noter à ce point de vue que les banquiers américains n'osent plus exprimer clairement leur critique vis-à-vis de la politique financière américaine. Le plus grand expert financier, un des plus grands experts financiers, le patron des analystes de JP Morgan Chase, vient d'écrire un papier il y a quelques jours où il dit clairement qu'il s'autocensure par peur des représailles de l'administration quant à l'analyse et à l'évaluation de l'évolution des marchés financiers américains. Donc on est quelque part dans une situation tout à fait extraordinaire où ce qui est réputé être la plus grande démocratie du monde est en train d'instaurer un autoritarisme sans contrepartie, sans contrepoids, qui affecte y compris les franges supérieures des centres de décision financiers des États-Unis. On est dans une situation tout à fait extraordinaire de ce point de vue. Notre deuxième point d'analyse de l'actualité concernant le président Trump, concernant la guerre en Ukraine. Après ces déclarations qu'il va arrêter cette guerre en 24 heures durant la campagne électorale, aujourd'hui, est-ce que Trump veut vraiment arrêter cette guerre et est-ce qu'il est capable de faire la paix en Ukraine? Là aussi, on voit bien qu'il y a un recul très net par rapport aux déclarations tonitruantes de la campagne électorale, où il a même dit il y a quelques jours que ces déclarations de campagne étaient sarcastiques, entre guillemets, comprendra qui voudra, et que cet engagement d'arrêter le conflit en Ukraine en 24 heures était une forme de clause de style. Donc là, il est aussi pris dans sa logique de président d'un État, de l'État impérialiste par définition, par quintessence, que sont les États-Unis. Le complexe militaro-industriel ne peut pas tolérer l'arrêt des fournitures d'armement à l'Ukraine. Il a engagé des programmes depuis plusieurs années qui sont tout à fait colossaux pour fournir de l'armement et renforcer les arsenaux ukrainiens au fur et à mesure de la guerre avec la Russie. Donc, il est obligé, en quelque sorte, sous la pression du complexe militaro-industriel américain, de maintenir le cap d'un soutien à l'Ukraine. Ce faisant, il est obligé de signifier aux Russes, avec qui finalement il n'a pas de si mauvais termes sur le plan personnel et sur le plan de ses relations particulières, économiques particulières, il est obligé de leur signifier un certain nombre de postures politiques qui sont tout à fait celles héritées de l'ère Biden. Voilà. Donc cette orientation militariste des États-Unis, eh bien, elle est confortée par quelques informations, notamment l'annonce du plus grand budget militaire jamais décidé par les États-Unis. Trump a annoncé une enveloppe de 1 000 milliards de dollars. C'est vraiment une enveloppe phénoménale, jamais atteinte. Je crois qu'il a presque quasiment doublé le budget militaire américain. À cela, il faut ajouter, par exemple, l'annonce faite il y a quelques jours, selon laquelle il a obtenu de l'Arabie saoudite que ce royaume investisse entre 1 000 milliards et 1 500 milliards de dollars sur 4 ans dans le secteur de la défense. Donc ça indique bien l'orientation militariste et l'orientation guerrière de l'économie, de l'industrie américaine, et qui influence de manière décisive ses relations internationales. Voilà. Donc, vis-à-vis de l'Ukraine, à mon avis, il n'y aura pas de changement majeur dans la posture américaine, à moins
effectivement d'opérations, ou en tous les cas de transformation qualitative sur le théâtre des opérations. Autrement dit, si la Russie engrange des gains substantiels, ou si l'Ukraine parvient à contrecarrer les offensives russes, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des développements sur le plan politique et peut-être des négociations un peu plus soutenues pour la paix. Mais là, aujourd'hui, les Américains sont obligés de continuer, en quelque sorte, ce qu'ils ont commencé, de par le simple logique de leurs appareils de pouvoir et leurs appareils de production militaristes. Voilà. On peut considérer ça comme l'explication qui justifie aussi l'intensification des opérations militaires de côté russe. Je pense que Poutine, il a bien réalisé que Trump ne sera pas peut-être crédible dans ses tentatives, dans ses déclarations concernant la paix, mais il faut améliorer la position sur terrain. On a vu pendant ces 2 semaines que les Russes sont en train d'intensifier les opérations militaires sur terrain. Oui, bah, écoutez, les Russes connaissent bien Trump, hein, ils le connaissent depuis trop longtemps, ils le connaissent depuis le temps de l'Union soviétique. Hein. Donc ils savent que le personnage n'est pas très crédible, qu'il peut revenir sur sa parole, que ses engagements ne tiennent que n'ont de valeur que le papier sur lequel ils sont écrits. Donc les engagements de Trump étant ce qu'ils sont, les Russes sont des gens qui ont un sens de l'État. Et ils estiment que les États ont des logiques, que ces logiques-là, elles les contraignent. Et donc, ils ont, vis-à-vis des États-Unis, ils n'ont pas changé d'attitude. Le discours a peut-être changé, il s'est atténué dans la critique. Hein, on n'est plus dans l'opposition frontale avec les démocrates qui sont russophobes et qui ont construit leur stratégie internationale sur la russophobie. On est dans un rapport plus nuancé avec Trump. Mais la logique impériale des États-Unis, elle est parfaitement lisible pour les Russes. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu le dis très justement, ils ont considérablement augmenté leur pression sur l'armée ukrainienne ces dernières semaines. Donc, je pense que les Russes veulent arriver à une situation sur le terrain qui contraigne tout le monde à retourner à la table de négociation. Ils ont une stratégie d'État à long terme, ce ne sont pas des gens de coups médiatiques à court terme. Voilà. Oui, ce sont des joueurs d'échecs, comme on dit souvent. Hein. Oui. Qu'on apprécie ou pas, hein. En tous les cas, Moscou, on peut voir aujourd'hui que Moscou reprend une ligne stratégique globale qui est celle de l'Empire russe traditionnel. Donc, on peut aimer, on peut détester les formes autoritaires du régime poutinien, encore qu'aujourd'hui, en matière d'autoritarisme, personne n'a plus de leçons à donner à quiconque, que ce soit à l'ouest, au nord et au sud. On voit bien les atteintes aux libertés publiques qui sont effectuées aux États-Unis, où on arrête des gens dans la rue, où des décrets mettent des centaines de milliers de personnes dans une situation de précarité énorme, où on réprime les universités, où on contrôle y compris l'expression des banquiers. Donc on voit bien qu'en matière d'autoritarisme, le régime russe, après tout, n'est pas ni meilleur ni pire que bien d'autres. Voilà. Oui. Le lendemain du démarrage des pourparlers indirects entre les Américains et les Iraniens, est-ce que, d'après toi, un accord américano-iranien est-il possible devant l'insistance aussi d'Israël de avec l'Iran, l'insistance sioniste aux États-Unis de pousser Trump à une confrontation militaire avec il y a des inconvénients de direct, de pousser Trump vers une confrontation avec la République islamique d'Iran. Et en plus de ça, est-ce qu'il y aura, d'après toi, une intervention directe au Yémen comme un message indirect adressé à l'Iran via la destruction de Yémen, la destruction des Houthis, le projet soi-disant de l'Iran? Bah, sur l'Iran, la stratégie américaine, elle est contrainte.
par les réalités politiques et les réalités stratégiques et le rapport de force. Le rapport de force, c'est le rapport de force militaire pur. Les Iraniens ont des capacités de réponse militaire qui sont très loin d'être négligeables. De plus, un engagement direct sur le terrain iranien serait très risqué et pourrait déborder très rapidement sur toute la région. Donc il y a, si vous voulez, à mon avis, une contradiction au sommet de l'administration américaine entre ceux, et ils sont très nombreux, qui voudraient une guerre contre l'Iran pour favoriser l'hégémonie définitive d'Israël sur toute l'Asie occidentale, en détruisant l'armée iranienne et les capacités balistiques et les capacités nucléaires, même civiles, hein, de l'Iran, on élimine un dangereux rival à Israël. Donc ça, c'est une tendance lourde dans l'administration américaine. Et puis, il y a une autre tendance qui est contradictoire, en tous les cas dans ses formes, c'est celle des stratèges militaires qui pensent qu'une opération contre l'Iran serait tout à fait périlleuse et pourrait mettre en danger la vie de très nombreux soldats américains qui sont implantés dans des bases qui entourent l'Iran. Hein. Il y a une cinquantaine de bases qui sont à portée immédiate des missiles de l'Iran. L'Iran a des capacités de projection qui ne sont pas négligeables. Ils ont deux armées substantielles. Donc, il y a des capacités de nuisance que les stratèges américains prennent en compte. Ils sont donc assis entre deux chaises. D'autant plus qu'ils savent, les Américains savent, que les Iraniens bénéficieraient du soutien direct, indirect de ses alliés comme la Chine, qui est son principal acheteur de pétrole, comme la Russie, pays avec lequel il y a un accord stratégique, même s'il n'y aura pas d'intervention directe, ces deux États dans une éventuelle confrontation, il est certain qu'ils appuieraient l'Iran. Et puis, là, bien sûr, la Corée du Nord. Donc, il y a une sorte d'approche extrêmement prudente qui a finalement prévalu à Washington et qui veut que le dossier iranien soit traité avec moins de légèreté que cela a pu être exprimé par Donald Trump, qui menacerait directement de frapper l'Iran. Alors, cette stratégie de retenue diplomatique avec l'Iran, elle s'explique aussi par l'échec de la campagne de bombardement intensif sur les Houthis. Il faut reconnaître que malgré l'investissement lourd dans les bombardements, ils ont tiré des centaines de missiles Tomahawk, ils ont impliqué une grande partie de leur aéronaval impliquée dans l'océan Indien, et ils ont notamment perdu, dit-on, 18 drones de très haute performance. Un ami a calculé que l'armée américaine avait 323 drones de MQ-9 Reaper et qu'elle en a perdu 18 au Yémen, c'est-à-dire plus de 5% de ses capacités dans ce type de drone en particulier. Ce qui est énorme quand on connaît la pauvreté des moyens des Houthis. Il semblerait aussi que ces Houthis aient réussi à préserver leurs installations de production de missiles et qu'ils aient réussi en plus à infliger des dégâts à une partie de la flotte américaine. On ne sait pas très bien quels dégâts, mais les sources américaines parlent quand même de dommages considérables, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de dommages considérables qui auraient touché une partie de leur navire. Donc ça, c'est tout au conditionnel. Les Houthis sont toujours là. Malgré ces semaines de bombardements intensifs aveugles, ils continuent d'envoyer des drones et des missiles sur l'entité sioniste, et ils continuent de répliquer avec des missiles et des drones au bombardement américain en visant leur flotte dans la région. Donc, si les Houthis sont capables de tenir face à cette offensive, quid de la réaction des Iraniens?
qui sont autrement plus armés, autrement plus en posture d'infliger des dégâts. Donc, il y a une espèce de réalisme, parce que vous savez bien que on sait très bien quand on rentre dans une guerre, on ne sait jamais comment on en sort. Et les Américains, aussi déterminés soient-ils à conserver leur mainmise sur la région et à défendre par tous les moyens leur projection israélienne, savent qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir, et des résultats qui pourraient se révéler tout à fait contre-productifs. Voilà. Donc, on va voir la semaine prochaine si les discussions à Oman entre Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, et Witkoff, le représentant de Trump, vont continuer. On sait que Witkoff a été rendre compte de ces négociations à Poutine. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une supervision et une collaboration internationale dans ces négociations. Et je crois qu'il faut rester prudent, mais a priori, on devrait aboutir à un accord au moins substantiel, temporaire, substantiellement rassurant pour l'Iran. Alors, il faut dire qu'en Iran même, cette négociation indirecte n'est pas unanimement appréciée. Une partie de la direction iranienne, peut-être même le guide suprême et une partie du corps des gardiens de la révolution, ne semblent pas très enthousiastes à l'idée de négocier avec les Américains parce que, disent-ils, les Américains n'ont aucune parole et ils sont capables de déchirer aujourd'hui ce qu'ils ont signé hier. Donc, la situation est loin d'être finalisée et loin d'être clarifiée. Dans tous les cas, si vous voulez, les menaces de Trump semblent s'alléger quelque peu, encore que le dispositif d'agression potentielle américain Diego Garcia dans l'océan Indien et l'arrivée d'un deuxième porte-avions dans la région vers la Mia, dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours, devrait inciter à la prudence. Voilà. Maintenant, concernant cette guerre génocidaire menée contre la population palestinienne à Gaza, chaque jour, chaque minute, chaque heure, on continue à voir des scènes terribles, affreuses, malheureusement, qui confirment la défaillance de l'humanité, l'incapacité d'arrêter Israël. La convocation ou la visite de Netanyahou aux États-Unis, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? On voit pas de changement. On a vu beaucoup de désinformations qui ont circulé concernant l'humiliation, le réplica de la scène Zelensky, aussi avec cette visite de Netanyahou. Mais sur le terrain, les crimes continuent, les bombardements continuent, la livraison des armes aux Israéliens continue pour multiplier, pour intensifier et les actes d'assassinat contre les femmes, les hommes, les infrastructures, les hôpitaux et tout. Est-ce que Trump sera capable d'arrêter cette guerre? Est-ce qu'il est incapable, devant les pressions de ce lobby sioniste, de finir avec l'existence palestinienne à Gaza et en Cisjordanie d'ailleurs? Oui. La Cisjordanie n'est pas épargnée par la violence de la barbarie israélienne. Je voudrais dire au début avant tout, que ce qui se passe à Gaza, c'est finalement l'oraison funèbre de l'Occident. C'est le chant final et c'est la condamnation sans appel de l'Occident. L'Occident, que ce soit les Européens ou les Américains, ont aujourd'hui perdu le standing moral dont ils se sont longtemps targués face à leurs adversaires et à leurs ennemis. Ce qui se passe à Gaza, en termes d'horreur et de barbarie, est sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu voir depuis très très longtemps sur la planète. Massacrer, assassiner à coups de bombes larguées par des avions et des drones une population sans défense, c'est l'expression d'une perte totale de sens et d'une perte totale d'humanité. Et je pense que tous ceux qui assistent impassibles
à ce carnage, à ce spectacle épouvantable, participent à ce carnage. Ils sont complices de ce carnage. Alors, on a beau accuser les uns et les autres de terrorisme, etc. Rien ne peut justifier que l'on bombarde incessamment des hôpitaux, des écoles, qu'on tue des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, des ambulanciers. Donc, on est face à une espèce de massacre de sadiques, de criminels éhontés, soutenus par toute l'intelligentsia occidentale, enfin toute, une grande partie de l'intelligentsia occidentale au pouvoir. Hein. Il n'y a que quelques pays où on entend des critiques directes, l'Espagne notamment, hein, il faut reconnaître. Pour le reste, ce silence est un aveu de complicité, est une participation à ce crime. Alors, comment cela peut-il évoluer? Que faut-il attendre de Trump? À mon avis, il ne faut rien attendre de Trump. Trump est un militant évangéliste chrétien sioniste. C'est son fond idéologique, c'est sa culture politique. Quand il veut insulter quelqu'un, il a notamment insulté le président, ou en tous les cas le président du groupe démocrate, en le traitant de palestinien. Donc c'est vous dire à quel point ces gens sont des fanatiques dangereux, des personnages qui sont sans sens moral, qui n'ont aucune humanité. Voilà, donc il ne faut rien attendre de Trump. Il faut tout attendre de la résistance du peuple palestinien. Il faut tout attendre de la solidarité internationale, de tous ceux qui, en Europe, aux États-Unis, un peu partout sur la planète, trouvent que l'abjection de ce spectacle est une insulte à l'humanité, est une insulte à la morale, est une insulte au minimum d'éthique politique dont tout homme, toute femme, tout citoyen, toute citoyenne devrait faire preuve. Voilà, donc je pense que les Palestiniens vont résister, ils n'ont pas le choix. Ils vont payer ce prix extraordinaire qui est celui qu'on paye pour la liberté. Nous savons de quoi il s'agit. Et de l'autre côté, ceux qui perpètrent ces crimes sont d'ores et déjà condamnés sans réserve par l'histoire et par l'humanité. Donc aujourd'hui, les Palestiniens sont seuls. Le monde arabe est un monde de la trahison, de la collusion, de la réputation et de la complicité dont il ne faut rien attendre. Les Occidentaux sont aujourd'hui complètement subjugués par cette espèce de crise d'identité suprématiste qu'ils ont hérité de leur passé colonial et nazi. Hein. On voit bien quand même que reviennent des formes d'exclusion de l'humanité, de populations entières qui rappellent très bien ce qu'a été le discours colonial pendant des siècles, pendant au moins des centaines d'années. Des centaines d'années. Donc, nous sommes face à ce tournant où il faut espérer un réveil des consciences mondiales pour empêcher, pour arrêter ce massacre épouvantable. Voilà. Merci infiniment, Omar Bender, pour toutes ces explications. Merci infiniment à nos chers auditrices et auditeurs pour les réactions, pour les commentaires. Je vous invite à continuer à partager, à continuer à soutenir notre plateforme pour une information alternative. Et à bientôt. Merci infiniment et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Abdel Jalil. Merci à tous. Au revoir.